Notre invité ce matin, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux Européennes. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Regardons la situation au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas. Je résume la situation. Les Israéliens ont retrouvé les corps de 2 otages près de l'hôpital Al-Shira, des armes et l'entrée d'un tunnel, découverte aussi sous l'hôpital, dit l'armée israélienne, qui se prépare à étendre ses opérations dans le sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou reconnaît que les victimes civiles sont plus nombreuses que prévu. D'autre part, Washington se fâche. Contre quoi ? Contre les violences commises en Cisjordanie, des colons israéliens qui tuent des Palestiniens, les chassent de leurs terres, détruisent les maisons. Aucune poursuite. Ça suffit, dit Joe Biden. Faut-il ne rien dire ? Disons qu'en France, nous avons une situation particulière, qui, je pense, a été bien diagnostiquée d'ailleurs par Éric Zemmour, qui est quand même celle d'être prisonnier d'une partie de la rue, et je dirais même en France d'une partie des quartiers et des cités, qui aujourd'hui, et on le voit à travers l'explosion des actes antisémites, veulent punir d'une certaine manière les Juifs de France pour ce qui se passe à 3000 km de chez nous, et qui importe de fait ce conflit, et qui, à mon avis, explique les atermoiements, les revirements, les contradictions d'un président de la République qui aujourd'hui est dans une forme de tétanie diplomatique, ou en tout cas d'ébriété diplomatique, parce qu'il sait bien que c'est l'unité nationale qui est en jeu derrière ce sujet. Donc moi, je ne crois pas pour autant qu'il faille rien dire, parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en Israël ne concerne pas que Israël. L'ennemi qui est face à Israël aujourd'hui, qui est le djihadisme islamique, est un ennemi commun, qui a des ramifications internationales. Je rappelle quand même que 3 jours après l'attaque du 7 octobre, l'un des fondateurs du Hamas, hébergé au Qatar, a fait un appel au djihad international, et la conséquence, c'est qu'il a trouvé un soldat en France pour aller frapper, et c'est suite à cela que le pauvre professeur Dominique Bernard a été assassiné. Donc face à ce phénomène, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de neutralité. Donc il ne faut rien dire au gouvernement israélien. Il faut laisser le gouvernement israélien agir. Je ne parle pas de la bande de Gaza, en Cisjordanie, par exemple. Alors, il y a 2 choses. Il y a Israël, il y a le gouvernement israélien. Moi, quel que soit d'ailleurs du gouvernement israélien. Quel que soit d'ailleurs le pays, moi, je ne donne jamais de soutien inconditionnel à un gouvernement, parce qu'un gouvernement, il y a de la politique, il y a des contingences locales et politiciennes, et donc à partir de là, je trouve que c'est irresponsable de dire dans l'absolu, il y a un soutien inconditionnel. En revanche, il peut y avoir un soutien légitime au droit du peuple israélien à se défendre, à vouloir éradiquer ce qui est pour eux une menace existentielle, à savoir le Hamas, et donc à mener des opérations militaires. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, moi j'ai pas, vous savez, ça fait 75 ans que ce conflit dure, donc si on avait la solution magique, évidemment, on la donnerait. Je ne peux qu'émettre un souhait, et le souhait, c'est bien sûr que derrière cette revendication légitime et l'éradication du Hamas, il y ait le moins de victimes civiles possible. Le problème, et c'est là en cela que le serpent se mord la queue, et ça a été révélé d'ailleurs par le Tsahal à la suite de découvertes d'armes dans un hôpital à Gaza, c'est que le Hamas se sert des populations civiles en bouclier. Enfin, je veux dire, on le sait. Est-ce que le territoire d'Israël, Marion Maréchal, s'étend selon vous du Jourdain à la mer ? Bon, alors moi, ce que je considère très simplement, c'est que aujourd'hui, je vois très bien où veut me conduire votre question, c'est que la sécurité d'Israël, dans l'absolu, devrait passer par la création d'un État palestinien. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, puisque même des anciens directeurs du Mossad en appelaient également cette solution, parce que c'est la solution la plus rationnelle, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait des poudrières ingérables aux portes d'Israël. Maintenant, pour que cette solution, qui pour l'instant malheureusement est loin de nous, puisse aboutir, il devrait y avoir 2 conditions raisonnables. D'une part, l'éradication définitive, évidemment, de la direction et des responsables et d'état-major du Hamas, parce qu'on ne peut pas se permettre de créer un État islamique, un Daesh, un califat bis, si je puis dire, aux portes d'Israël. Et puis, il faudrait évidemment Israël renonce à une partie de ses colonies. Maintenant, comprenez bien aussi que cette solution... Et renonce à persécuter les chrétiens, que cette solution... les Arméniens chrétiens de Jérusalem. Parce que vous avez vu ce qui se passe pour les chrétiens de Jérusalem. Il est indéniable qu'une partie aujourd'hui des orthodoxes de juifs qui se trouvent en Israël se comportent mal à l'égard des populations chrétiennes, et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui nous sommes face à un conflit de civilisation. Oui, qui vous dites le combat du gouvernement israélien est celui de notre civilisation. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui la civilisation judéo-chrétienne dans son ensemble est menacée par une civilisation islamique, si ce n'est islamiste, qui a des ramifications une fois plus partout
dans le monde et en particulier en Europe, et que dans l'agenda islamiste du Hamas et même des frères musulmans dans leur ensemble partout dans le monde, il y a le fait de combattre non seulement les juifs bien sûr, mais aussi les mécréants que sont les chrétiens. Et donc à partir de là, il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper d'alliés, et donc de ce fait-là, bien sûr, je souhaite que ces chrétiens en Israël puissent être respectés et protégés, évidemment. Oui, chrétiens qui parfois sont tués par des armes israéliennes, c'est ce qui se passe notamment dans un endroit où vous êtes allé, en Arménie, par les armes de l'Azerbaïdjan fournies par les Israéliens. Eh bien, et vous avez raison, et d'ailleurs je trouve que c'est une fois de plus, on en appelle à la cohérence géopolitique. On ne peut pas aujourd'hui combattre l'islamisme et dans le même temps être du côté des Turcs, parce qu'en fait l'Azerbaïdjan est un allié des Turcs, pour des raisons que vous vous imaginez bien, puisque l'Azerbaïdjan est le meilleur ennemi de l'Iran, et l'Iran étant l'ennemi d'Israël, évidemment tout cela a amené à cette situation. Et c'est regrettable parce qu'une fois de plus, le pan-islamisme turc aujourd'hui qui prospère dans le monde, Erdogan voulant devenir le nouveau sultan, on va dire, de ce monde islamique, devrait appeler à plus de cohérence géopolitique. Je suis d'accord avec vous. Alors revenons sur ce qui s'est passé dimanche dernier en France. Est-ce que vous avez défilé dimanche dernier contre l'antisémitisme ou contre l'islam ? Non, j'ai défilé contre l'antisémitisme et avec aux côtés d'Éric Zemmour, et nous avons été d'ailleurs très bien reçus par les manifestants qui ont bien compris que nous faisons partie des personnes qui ont posé le bon diagnostic et qui apportent les bonnes solutions, c'est-à-dire qui osons regarder en face aujourd'hui l'origine de cet antisémitisme qui malheureusement vient de plus en plus à la fois du cumul d'une immigration massive inassimilée, qui ne se reconnaît pas dans la civilisation judéo-chrétienne qui est la nôtre, et de par la gangrène islamiste qui prospère dans les quartiers et les cités et qui alimente ce fond d'antisémitisme qui parfois se traduit en attentats terroristes, parce que quand même il faut dire une chose, et en cela je vois bien pourquoi vous conduisez à cette question, parce que nous avons nous le courage de dire que si bien sûr tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes qui ont frappé et qui ont tué des juifs en France étaient des musulmans. Alors des musulmans certes radicaux. Venus de l'étranger ou nés en France. Oui, tout à fait. L'islam, vous dites, bien, parlons de cela, vous dites l'islam, enfin Éric Zemmour le dit, mais vous dites la même chose, l'islam n'est pas compatible avec la République. Hein, c'est ce que dit Éric Zemmour. Il y a des préceptes, en effet, islamiques qui ne sont pas compatibles avec même la France, j'ai envie de dire. Je lis, avec la France, je lis Éric Zemmour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'unité en France. Si nous continuons ainsi, nous courons vers l'affrontement. L'unité est possible si les musulmans présents sur notre sol se joignent à notre civilisation. Alors ça veut dire quoi, notre civilisation ? Eh bien, ça veut dire épouse nos critères sociaux, nos critères moraux, épouse nos critères politiques et religieux, on est bien d'accord, donc se convertissent. C'est très simple, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de préceptes dans l'islam qui ne sont pas compatibles avec, en effet, la civilisation française. Je pense par exemple au fait que l'apostasie soit rejetée, c'est-à-dire le fait de changer de religion en islam peut conduire non seulement à la discrimination, à la violence, voire même parfois au meurtre dans certains pays, la lecture de la place de la femme vis-à-vis des hommes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes un musulman en France et que vous souhaitez participer de cette civilisation qui est la nôtre, eh bien, il faut, dans la pratique, accepter qu'une partie de ces préceptes ne soit plus appliquée. Donc, renoncer à une partie de ces préceptes dans la foi et dans la pratique pour devenir intégralement français et ainsi pouvoir participer du peuple qui est le nôtre et partager les valeurs fondatrices qui sont les nôtres. Vous le dites, c'est la civilisation judéo-chrétienne, c'est la religion chrétienne. On est d'accord. Ça va au-delà de ça, c'est un héritage bien sûr, c'est un héritage. Oui. Donc c'est une lecture laïque, parce que la laïcité est aussi un héritage chrétien. Vous n'allez pas demander aux musulmans d'abandonner leur religion. Ah bah je demande, je considère que c'est pas à la France de s'adapter à l'islam, je considère que c'est à l'islam de s'adapter à la France. Aux musulmans français d'abandonner leur religion. Je comprends. Non, je demande aux musulmans français. Moi je sonde pas les cœurs et les reins. Je ne suis pas en mesure de dire aux gens arrêtez de croire, et moi je crois moi-même. Donc je trouve ça tout à fait légitime qu'on puisse avoir une religion. Musulman croit. Vous comprenez très bien. En revanche, qu'est-ce que je dis ? Qu'un musulman pratique. Qu'est-ce que je dis ? Je dis très simplement. Je dis ce n'est pas à la France de s'adapter à l'islam, c'est à l'islam de s'adapter à la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est aux musulmans qui arrivent dans un pays qui a son histoire, sa civilisation, d'accepter de renoncer dans leur pratique à un certain nombre de préceptes religieux islamiques qui pourraient rentrer en confrontation ou en contradiction avec les valeurs essentielles fondatrices de notre pays. Je veux dire par là, oui, dans notre pays, les femmes sont l'égale des hommes. Oui, dans notre pays, les femmes ne se cachent pas sous des voiles et ne se dissimulent pas au prétexte... Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent que les femmes sont les égales des hommes. Mais je l'espère bien et je le souhaite.
c'est la réalité. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que si l'État était en mesure justement d'imposer ce respect de l'islam à l'égard de notre civilisation, ça permettrait à ces musulmans précisément de pouvoir s'afficher. Parce que vous savez aujourd'hui que ces musulmans qui se veulent assimiler, qui veulent participer à cette histoire, à cette civilisation française dans certains quartiers, ne peuvent pas aujourd'hui se montrer, s'exprimer, parce qu'ils sont vilipendés, ils sont agressés. Mais c'est vrai, mais Marion Maréchal, je lis toujours Éric Zemmour, c'est intéressant, les musulmans doivent renoncer à ce qui dans leur religion est incompatible avec la France. Exactement. C'est ce que vous dites. Mais lui ajoute, ce que vous n'ajoutez pas, 2 civilisations ne peuvent coexister sur un même territoire. C'est que pour lui, c'est simple, c'est binaire. La vie est binaire, c'est primaire. Ah non, c'est-à-dire que vous avez la civilisation judéo-chrétienne et vous avez la civilisation de l'islam, la civilisation musulmane, qui ne peuvent pas cohabiter sur un même territoire. Ah bah, c'est clair ce qu'il dit. Donc on les chasse. Non, ce qui est très simple. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est très simple. Aujourd'hui, la civilisation judéo-chrétienne en France est dans son espace culturel et historique. Elle a donc une prééminence. Et donc ce qu'il dit, c'est que des personnes qui sont de confession musulmane et qui arrivent dans cette civilisation doivent accepter de s'adapter et de s'assimiler à cette civilisation et donc de renoncer à tout ce qui dans leur pratique, leurs mœurs, leur mode de vie pourrait rentrer en contradiction. En revanche, s'ils arrivent, et c'est malheureusement de plus en plus le cas, puisqu'il y a aujourd'hui un communautarisme islamique qui s'affirme et se revendique sur le territoire, en disant voilà, la civilisation islamique qui est la nôtre arrive et s'impose telle qu'elle, sans aucune volonté de s'adapter au territoire, à l'histoire, à la culture qui est celui du pays d'accueil. Alors oui, il n'y a pas de cohabitation possible. Ça, c'est indéniable. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer dans de très nombreuses parties du territoire. Ajoute encore. Il n'y a plus de vivre ensemble, comme on dit. Emmanuel Macron est le président de 2 peuples, dit-il. Un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste. Toujours cette vision binaire. La France, c'est quoi? C'est une France judéo-chrétienne et une France islamo-gauchiste. On dirait Jean-Luc Mélenchon, tiens. Ça n'est pas binaire. D'ailleurs, il se retrouve finalement, non, Marion Maréchal? Ça n'est en rien binaire. C'est malheureusement la trajectoire qui est en train d'arriver en France. Que la France aujourd'hui est d'un côté judéo-chrétienne et de l'autre islamo-gauchiste. Vous criez beaucoup trop fort pour une matinale. Mais non, vous êtes beaucoup plus réveillé que moi. Alors, mais oui, laissez-moi développer. Je suis tous les jours réveillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un peuple historique en France qui est de civilisation judéo-chrétienne, et il y a aujourd'hui sur notre territoire des Français d'origine immigrée, principalement d'ailleurs d'origine africaine et donc de confession musulmane, qui de plus en plus malheureusement s'enferment aujourd'hui dans cette identité étrangère, s'enferment dans cette identité religieuse islamique, et qui de ce fait-là considèrent que la France est un pays détestable, que son histoire est détestable, qui n'ont aucune espèce de respect pour la culture qui est la nôtre et même pour la religion historique qui est la nôtre, qui considèrent que les Français de souche sont des mécréants. Vous savez, dans certains quartiers, français est une insulte, qui regardent d'ailleurs avec un profond mépris, si ce n'est une agressivité, justement des Français d'origine étrangère musulmans qui eux ont envie de s'assimiler et qui considèrent comme des traîtres. Et donc oui, il y a aujourd'hui 2 peuples qui sont en train de se constituer. Il y a d'un côté ces musulmans qui rejettent totalement la République et la France, et de l'autre côté les judéo-chrétiens. C'est un peu réducteur, non? Et avec à côté évidemment de ces musulmans de plus en plus radicaux, notamment dans la jeunesse, les idiots utiles, enfin pas si idiots que ça d'ailleurs au regard du calcul clientéliste et électoral qui est fait, ce courant de LFI et de l'extrême gauche qui sont associés dans ce fameux peuple islamo-gauchiste. Maintenant, vous n'avez pas un fonds de commerce électoral dans ce que vous dites? Non mais pardon, il y a des zones grises évidemment, ça veut dire que au milieu de ces 2 ensembles et de ces 2 civilisations aujourd'hui qui cohabitent sur le territoire français, il y a des Français d'origine étrangère qui sont de confession musulmane et qui ont envie justement de participer de notre civilisation judéo-chrétienne. Ça veut dire qu'ils ont envie de faire partie du peuple historique français, de la culture française. Et eux, on leur tend bien évidemment la main, mais si on veut pouvoir leur tendre la main, si on veut pouvoir les entendre, si on veut pouvoir même les protéger dans certains quartiers, encore faut-il que l'État soit intransigeant à l'égard justement des revendications politico-religieuses de l'islam. Le référendum sur l'immigration, vous voulez ce référendum sur l'immigration? Oui, vous tout à demandez, fait. Oui. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à le demander, et vous avez appelé le RN, vous avez appelé LR, vous avez appelé Debout la France pour travailler en commun. Quelles ont été les réponses?
Elles ont été non, malheureusement. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, nous avons un président de la République qui ne veut pas organiser de référendum, nous avons un projet de loi insatisfaisant, nous avons la volonté, semble-t-il, à droite de vouloir ce référendum, et donc nous nous sommes dit, tiens, regardons dans la Constitution, il y a un outil qui existe, le référendum d'initiative partagée, qui nécessite de trouver la signature de 4,8 millions de Français. Et donc, comme évidemment aucun parti ne peut parvenir seul à trouver ces signatures, nous avons dit, à Éric Ciotti, à Jordan Bardella, à Nicolas Dupont-Aignan, travaillons ensemble. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que Nicolas Dupont-Aignan, en toute cohérence, a dit oui, mais les autres ont dit non. Et je le regrette parce que je vois... En toute incohérence, puisque Éric Ciotti lui-même, en août dernier au Canet, appelait encore à l'organisation de ce référendum. Et quand je vois aujourd'hui Jordan Bardella se rendre donc aux rencontres de Saint-Denis pour aller voir le président de la République, je ne comprends pas pourquoi il préfère aller discuter avec le président de la République d'un référendum qu'il ne fera jamais, plutôt que de s'emparer, plutôt que, là en l'occurrence l'un des sujets est aussi le référendum, plutôt que de s'emparer d'un outil constitutionnel qui existe et qui permettrait d'organiser une pression citoyenne, de redonner la parole au peuple, qui existe à condition de changer la Constitution. Non. Article 11. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dise que cet article 11 ne puisse pas s'appliquer à l'immigration. Donc ça, c'est une excuse. Voilà, c'est une excuse et je la regrette. Bien. Quelle Europe voulez-vous ? Parce que vous êtes tête de liste aux élections européennes. Quelle Europe voulez-vous ? Eh bien, je veux une Europe qui soit justement au service de notre civilisation européenne, c'est-à-dire au service de la défense de notre identité, de notre patrimoine, de notre culture, de notre indépendance, adepte de la théorie du nationalisme intégral ? Charles Maurras, on revient à Charles Maurras. Mais c'est une idéologie, le nationalisme intégral. Qui commence à dater un petit peu. Charles Maurras, un antisémite notoire. Qui s'inscrit d'ailleurs dans antisémite notoire. Qui a eu en effet des écrits antisémites, tout à fait, même si sa pensée ne s'arrête pas à cela. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je considère, moi, qu'il y a des défis continentaux. Il y a des défis français, et donc il doit y avoir des réponses françaises, et elles sont souvent manquantes. Il y a aussi des défis continentaux. Le défi de l'immigration est un défi continental pour l'ensemble de l'Europe. Et donc typiquement doit se résoudre sur ce sujet, au niveau européen. Au niveau européen aussi, pas exclusivement, au niveau national et au niveau européen, parce qu'il y a des forces à faire converger. Et donc justement, aux prochaines élections européennes, notre objectif, et il est tout à fait raisonnable, c'est de pouvoir faire basculer le centre de gravité actuel de la majorité de von der Leyen, qui se trouve, je le rappelle quand même, avec les LR, avec le groupe de Macron, avec les écologistes, avec les socialistes, vers une droite authentique, vers une droite plus conservatrice, et c'est ce qui se joue aux prochaines élections. Si nous arrivons à faire cela, ça veut dire que nous pouvons changer la majorité, ça veut dire que nous pouvons changer la présidence de la Commission, et donc changer la ligne politique. Et donc à partir de là, en effet, organiser une Europe qui soit pas simplement un grand marché ouvert aux quatre vents, qui adhère à toutes les théories multiculturelles et immigrationnistes, mais qui au contraire, de nouveau, reprennent comme j'ai envie de dire, boussole la défense de la civilisation européenne. Vous êtes favorable à des quotas annuels d'immigrés ? En tout cas, je suis pour qu'il y ait des quotas d'une immigration économique, je parle. En tout cas, je trouverais ça sain qu'il y ait une réflexion rationnelle au Parlement sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité. Je vous donne un exemple. On nous parle des métiers en tension toute la journée. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui nous explique quels sont ces métiers en tension, quels sont également les manques dans ces métiers en tension, selon les territoires et selon les besoins. Donc en fait, on a... Vous n'êtes pas contre. Mais vous n'êtes pas contre la régularisation des travailleurs. Vous parlez de deux sujets différents. Oui. Les quotas, de sujets différents. De sujets qui se retrouvent, là, vous parlez de non, je vous dis ça. Attendez, Marion Maréchal, je vous dis ça parce que vous aimez beaucoup Viktor Orban. Et Viktor Orban, c'est peut-être l'homme en Europe qui fait venir le plus d'étrangers pour travailler dans son pays. Donc, les quotas d'immigration, il connaît, et d'immigration économique, il connaît. Je suis absolument contre la régularisation des clandestins qui travaillent au noir de façon illégale dans notre pays pour deux raisons. Oui, tout à fait. Pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent, qui sont aides-soignants, qui sont dans les restaurants, vous les expulsez. Pour une raison simple, Monsieur Bourdin, c'est que, je ne veux pas qu'il y ait de prime à l'illégalité. Quand on rentre illégalement sur le territoire français, on ne peut pas en être récompensé. Je ne veux pas non plus qu'il y ait de récompense, mais pour ces chefs d'entreprise qui ne respectent pas la loi, qui embauchent des personnes en situation illégale et qui du coup ne déclarent pas également ce travail auprès de l'État français. Et par ailleurs, moi je suis une responsable politique française. Donc pardonnez-moi, mais quand il y a 5 millions de chômeurs dans le pays, quand il y a 2 millions de personnes au RSA, quand il y a près de 3 millions de jeunes en âge de travailler qui sont sans activité, sans formation, sans emploi, pardonnez-moi de vous dire que peut-être la première
solution à trouver, c'est d'abord de savoir comment on ramène feriez-vous ces pour gens, convaincre un jeune d'aller faire le ménage à 5h du matin à Sud Radio, par exemple? Excusez-moi, monsieur Bourdin, mais parfois il faut sortir de... Je ne vous accuse pas de cela, mais de manière générale, il faut sortir un peu de la petite vision parisienne. Non, mais c'est pas parisien. Bon, je vais dans le Cévennes. Non, mais je parle pas de vous. Comment feriez-vous pour pousser un jeune à aller aider une personne âgée au fin fond de Cévennes? Expliquez-moi. Je vous rappelle, vous savez que dans les EHPAD, dans les Cévennes, je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans les EHPAD, en l'occurrence, ne sont pas des personnes d'origine étrangère. Ça, c'est une vision très parisienne. Dans ces métiers en tension, vous savez, dans ces métiers en tension, monsieur Bourdin, il y a près de 80% des personnes qui y travaillent qui sont des Français. Donc il y a 20% en effet qui sont des étrangers, mais il y a 80% qui sont des Français. Donc comme quoi, il y a manifestement des Français prêts à faire ce travail. Encore faut-il en effet que ces travaux soient correctement rémunérés. Encore faut-il que les formations également soient bien orientées. Encore faut-il que nous n'alimentions pas un système d'assistanat qui fait qu'aujourd'hui dans notre pays, parfois de manière systémique, il est plus intéressant de ne pas se lever le matin que de se lever le matin pour aller travailler. Mais il faut créer les conditions. Plein emploi, la loi plein emploi a l'obligation pour un bénéficiaire du RSA de travailler 15 heures par semaine. Par exemple, vous voyez une différence avec le Rassemblement national. Je considère qu'il y a des conditions dans l'accès au RSA, que ça n'est pas un droit éternel et que donner quelques heures à la communauté en échange de cette aide m'apparaît légitime, tout à fait. Et de la même manière, d'ailleurs, je considère que ces aides qu'on dit non contributives, c'est-à-dire qu'on peut toucher sans avoir travaillé, doivent être réservées prioritairement aux Français. Bien. Qu'est-ce qui vous différencie du RN? On vient d'en parler là. On vient. À part ça. On vient d'en parler aujourd'hui. Les questions économiques sont de fait quelque chose qui nous dit beaucoup plus libéral que Marine Le Pen. Si l'on veut, alors tout dépend ce qu'on met derrière ce terme, mais en tout cas nous sommes pour une responsabilité budgétaire sur lequel le RN ne se manifeste pas beaucoup. Nous sommes pour la réduction des dépenses publiques indéniablement. Nous sommes pour la remise en cause en effet de la politique générale d'assistanat qui s'installe. Nous sommes pour le recul de la bureaucratie de l'État. On ne considère pas de culte à l'État. Moi je suis pour, au contraire, je crois au marché, je crois à la concurrence, alors pas dans tous les secteurs bien sûr, le secteur de l'énergie par exemple est un secteur particulier, mais je considère qu'aujourd'hui la fuite en avant des impôts, la fuite en avant des aides sociales, la fuite en avant de la bureaucratie de l'État n'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. Ça fait partie des différences, il y a des différences aussi sur les sujets dits de société par exemple, et je sais par exemple qu'un député Julien Audoul a expliqué qu'il y avait aujourd'hui un débat au sein du Rassemblement national sur la GPA, sur les mères porteuses. Chez nous, il n'y a pas de débat, c'est non. Pas de marchandisation de la femme, pas de marchandisation de l'enfant. Et puis, il y a quelques différences également sur les sujets dits identitaires. On en a longuement parlé au début de cette émission. Éric Zemmour l'a également rappelé. Nous considérons qu'il y a aujourd'hui des préceptes islamiques qui sont incompatibles avec la République, je dirais même la France. Marine Le Pen a dit clairement que l'islam était compatible pour elle avec la République, donc qu'il n'y avait pas de guerre de civilisation. Elle l'a dit dans le JDD la semaine dernière. Donc voilà, ça fait un certain nombre de singularités vis-à-vis du RN qui justifient notre existence dans le débat public. La singularité, c'est que le RN ne mélange pas islam et islamisme. Peut-être. Alors, et moi, là-dessus, je pense très simplement qu'en effet, eux, ils font une distinction claire. Moi, je considère que, comme très souvent, le réel est au milieu. C'est-à-dire que dire que l'islam et l'islamisme n'ont rien à voir est absurde parce que les livres saints sont les mêmes, quand même. Dire que, et puis la bascule se fait quand même dans le même environnement. Dire que ça n'a absolument, que c'est totalement la même chose est aussi peut-être un peu réducteur en ce sens que il y a à travers l'islamisme un courant, en effet, littéraliste, fondamentaliste, qui n'est pas celui qu'on retrouve dans tous les pays et à tous les niveaux. Voilà, maintenant, en effet, il y a un lien indéniable entre les deux, c'est évident. J'ai une dernière question. Est-ce que vous souhaitez, pour la France, je dis bien pour la France, que Marine Le Pen soit élue présidente de la République ? Moi je souhaite dans l'absolu pour la France que ce soit un candidat reconquête qui soit élu pour la France. Maintenant, Marine Le Pen a plus de chance. Maintenant, que les choses soient claires. Maintenant, il était. Moi, je veux dire, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Vous savez, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, les seuls ennemis que j'ai, c'est pour ça que je vous pose la question. Les seuls ennemis que j'ai sont à gauche. On a plusieurs fois appelé à des coalitions avec l'ensemble des partenaires à droite qui ont malheureusement été refusés. Maintenant, dans la question que vous me posez, il y a qu'un malheur, c'est que je continue de penser, je n'ai pas changé d'avis et rien ne m'a démontré le contraire pour l'instant, qu'aucun parti politique, aussi talentueux qu'il soit, ne puisse gagner seul.
Voilà. Et je pense que c'est une illusion. Et je pense que tant que nous n'aurons pas trouvé les moyens d'associer des forces politiques avec chacune leur particularité et de les mettre autour de la table, eh bien malheureusement, un appel au Rassemblement national et à Marine Le Pen malheureusement, nous prenons le risque qu'une fois de plus, le centre, voire la gauche ou l'extrême gauche gagne la fois suivante. Et donc, je pense que ça n'est pas souhaitable pour la France. Un appel à l'union ce matin. Vous savez, ils l'ont eu de très nombreuses reprises cet appel. Donc maintenant, ce que je pense qui peut faire la différence, ce sont les élections européennes. C'est-à-dire que si Reconquête fait un score suffisamment important aux élections européennes, eh bien peut-être que nous réussirons non pas à convaincre de cette coalition, mais à imposer cette coalition. Merci beaucoup Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.